on va conclure avec une petite session finale avec deux personnes qui ne sont pas là. On va conclure avec des fantômes, ça sera le thème final. Deux personnes qui ne sont pas là, mais qui sont connues de Creative Machine, qui sont, alors pour le coup, Raphaël en partie ambassadeur, dans le sens, donc c'est un chercheur, un docteur en gestion, sciences du management de l'Université de Grenoble, du laboratoire du CERAG en particulier, qui a suivi, qui est là depuis la 2e édition, il me semble. Je l'avais contacté parce qu'il travaillait avec son labo, dirigé par Guy Parmentier en l'occurrence, sur l'impact de l'IA générative sur le travail des codeurs, d'une part, comment ça se passait avec les codeurs dans la région. Donc c'était financé par la région Rhône-Alpes. Et donc, il était venu en parler et ils étaient à l'époque en train de faire une étude sur l'impact de l'IA générative dans le travail des studios de création de jeux vidéo. Et donc, il est venu dire où ça en venait. En l'occurrence, pour résumer un petit peu leurs travaux, ils se rendaient compte, et d'ailleurs, Anthropic a produit des travaux il y a un mois ou deux, sur le travail du coding avec Claude, et ils ont ressorti la même chose, c'est-à-dire que, alors pour eux, il y avait 2 niveaux pour le CERAG, pour Claude, il y avait 6 niveaux en fait de relations à l'IA quand on travaille. Et pour caricaturer, il y a la relation assistant et la relation compagnon. Alors chez Anthropic, il y avait des niveaux intermédiaires, il y avait 4 niveaux intermédiaires. Mais en gros, quand l'assistant on lui fait faire, on ne regarde pas trop ce qu'il fait, et en gros, il fait à notre place. Et donc là, il y avait un fort effet de désapprentissage. Donc c'est ce qui représentait, c'est ce qui mesurait aussi chez les codeurs, dans le sens où quand les assistants font à notre place, même les choses ingrates, répétitives, etc., on perd ces gammes finalement qu'on pratique plus, et donc au bout de quelques semaines, en fait, on se rend compte qu'on ne sait plus faire. Et d'autres recherches, d'autres études ont montré cette année, dans le milieu médical, par exemple, des gens qui s'aident de l'IA, même analytique, pour analyser des dossiers médicaux, des radios, etc. On s'est rendu compte qu'au bout d'un an de cette pratique-là, quand on leur enlevait l'IA, ils avaient perdu 20% de leur capacité à le faire par rapport à ce qu'ils savaient faire avant, diagnostic. Donc ça, c'est comme toute prothèse, comme le GPS qu'on utilise le plus, c'est très connu. Ça change la manière de réfléchir, ça change les skills, les compétences, mais il y a l'autre manière d'utiliser l'IA qui est la manière compagnon. Donc dans le cas du coding, c'était le fait d'utiliser l'IA comme un collègue un petit peu fou, à qui on ne fait pas faire, mais à qui on discute et qui nous challenge et qu'on challenge et qui nous produit des idées, un petit peu ce que tu fais peut-être avec Claude quand tu crées tes projets, et on fait par contre nous-mêmes, où on fait faire une partie, on reprend, et voilà. Et en fait, on pratique et on apprend beaucoup de choses. En fait, on se force à avoir des idées qu'on n'aurait pas eues. Voilà. Donc, en fait, il est venu parler de ces travaux-là, et quand on leur a expliqué qu'au CERAG, qu'on avait des journées d'expérimentation avec des équipes qui allaient scoltiner ce travail-là en équipe, etc., ils se sont dit, mais c'est un super travail de recherche, on va venir étudier. Donc là, ils ne l'ont pas fait cette année pour la première fois, mais ils sont venus étudier les jams, on les appelait à l'époque, de la dernière édition, l'année dernière ici à Rennes, de Creative Machine, et celle qu'on a fait au RadiRaf. Donc c'est des études qui sont en cours, dont il va vous rendre compte maintenant. Il ne pouvait pas être présent ici, il est à Londres en ce moment, donc il nous a fait une petite vidéo de 5 minutes. Il va vous rendre compte de ce qu'il retire de ces études-là, des jammers, de Creative Machine, et il va vous parler des études que ça a générées, qu'ils sont en train de lancer avec le CERAG dans la foulée, autour de la créativité et du travail d'agents. On va mélanger tous les termes, d'agents, travail en équipe et créativité. Et voilà, est-ce que tu peux lancer la petite vidéo? Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Texera, doctorant en sciences de gestion à l'université Grenoble-Alpes au CERAG, et je travaille sur les dynamiques de co-création entre les humains et les intelligences artificielles génératives. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, j'aurais aimé participer à ces rencontres, d'autant plus que c'est grâce au Jammer que cette recherche existe. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous restituer les résultats de l'étude que j'ai menée lors des 2 premières jams. Je vais essayer d'être concis et de vous donner l'essentiel en moins de 5 minutes. Donc la question de départ, elle est assez simple. Que se passe-t-il lorsque des équipes d'animation intègrent des outils d'IA générative dans leur processus de création?
Pour y répondre, j'ai observé 6 équipes et j'ai ensuite mené 18 entretiens avec les participants que je remercie de nouveau. Je vais vous montrer le diagramme qui synthétise les résultats principaux. D'abord, le niveau de collaboration. Certaines équipes ont maintenu une collaboration dite forte, échanges fréquents, rôle clair et véritable travail collectif. D'autres, en revanche, ont glissé vers une collaboration dite faible, communication fragmentée, exploration en silo prolongé et absence de vision partagée. Ensuite, la tension entre ouverture et contrôle créatif. D'un côté, certaines personnes ont cherché à maîtriser l'outil par leurs compétences techniques, quand d'autres ont adopté une posture d'ouverture. Elles ont accueilli l'inattendu et ont adapté leur vision aux propositions des IA. Le croisement de ces deux dimensions révèle des trajectoires radicalement différentes. Par exemple, l'équipe 1 a choisi le contrôle technique maximal, ils ont investi une journée entière à configurer des modèles locaux sur Config.ui, mais les contraintes de temps propres à la jam ne leur ont pas permis de produire un résultat cohérent. L'équipe 2 s'est lancée dans l'exploration individuelle, avec des outils accessibles, les SaaS. Chacun dans son coin avec l'IA, la collaboration s'est effondrée. Comme me l'a dit un participant, chacun est parti de son côté, ce n'était pas vraiment du travail d'équipe. Et l'équipe 3, étudiante, a trouvé un équilibre entre ces pôles. Finalement, 3 conclusions ressortent de cette étude. Premièrement, l'IA accélère le passage à l'action, mais court-circuite les étapes de formation des équipes. Les équipes plongent très vite dans l'exploration des outils. C'est enthousiasmant, on génère des images, on découvre des possibilités, mais ce faisant, les équipes évacuent les étapes de formalisation. Concrètement, il est difficile de formaliser une vision commune du projet. L'IA devient parfois un artefact de cohésion de surface, donc on s'amuse ensemble autour de l'outil, mais on ne construit pas de direction partagée. Et ça se paie plus tard quand il faut assembler les pièces du puzzle. Deuxième résultat, l'illusion du gain de temps. Les modèles, en SaaS notamment, donnent effectivement la possibilité de prototyper rapidement des idées, mais il y a le risque de s'enfermer dans des itérations de prompt pour obtenir un résultat qui, bien souvent, n'est pas toujours conforme aux attentes de base. Et cette problématique d'adhérence au prompt était particulièrement présente. Typiquement, le modèle ne fait pas ce que je lui demande de faire. Et à terme, le gain de temps devient moins évident et surtout, il y a la question de l'inapplicabilité en production réelle. Troisième résultat, une tension centrale entre contrôle créatif et ouverture créative. Ça, c'est l'axe horizontal du diagramme et c'est peut-être le résultat le plus riche. Les équipes naviguent en permanence entre deux postures. D'un côté, le contrôle, c'est-à-dire maîtriser l'outil, cadrer les outputs, rester fidèle à sa vision, et de l'autre, l'ouverture, accepter l'inattendu, lâcher prise, intégrer ce que l'IA propose, même si ce n'était pas prévu à la base. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tension, elle n'est pas figée. Elle évolue au fil du workflow. Et les équipes qui réussissent le mieux à maintenir la collaboration sont celles qui arrivent à articuler ces deux postures, plutôt que de se figer dans l'une ou dans l'autre. Alors peut-être que ces résultats ne sont pas généralisables au-delà du format de la jam, mais c'est ce qui ressort des observations. Ces résultats ouvrent des questions passionnantes pour la suite et justement la prochaine étude que nous préparons en lien avec le laboratoire informatique de Grenoble va aller un cran plus loin. L'idée c'est de concevoir un système multi-agent où plusieurs IA spécialisées collaborent entre elles avec les humains, dans une logique d'orchestration créative. On fera expérimenter ce dispositif à des professionnels pour mesurer à la fois la performance créative et l'expérience collaborative. L'enjeu c'est de montrer que la créativité dite distribuée dans ces systèmes ne s'improvise pas. Elle nécessite une orchestration délibérée, avec l'humain qui garde le contrôle de la direction créative, tout en permettant des phénomènes de sérendipité ou d'émergence. Et pour conclure, je voudrais dire que ce travail de recherche n'a de sens que parce qu'il est ancré dans la pratique. On parle souvent de décloisonner la recherche et le monde professionnel, et là, on a un véritable terrain d'exploration qui nous permet à la fois de documenter des usages et de contribuer à la recherche. Donc je vous souhaite une excellente rencontre et merci pour votre écoute. Merci Raphaël. On lui transmettra vos applaudissements. Donc voilà, il concluait sur le fait qu'il était important de faire se rencontrer les chercheurs effectivement et les artistes. Et donc je prends conscience, je ne savais pas qu'il y aurait pendant la dernière expérimentation un projet tel qu'il le décrivait avec des agents, etc. Il va falloir que vous rentriez en contact. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et donc le deuxième chercheur, en fait, Jean Condé, docteur en SHS, qui était intervenu l'année dernière pour nous parler de l'impact sur le travail, de l'organisation du travail. Il est directeur de l'observation de la prospective
de l'emploi et de la certification à l'AFDAS, organisme qui gère les formations, entre autres, des intermittents du spectacle, etc. Eux-mêmes, ils ont produit déjà pas mal d'études en collaboration avec le CNC, avec d'autres institutions. Et donc, il ne pouvait pas être là présent. Je lui ai demandé s'il avait tout de même des petits résumés à faire. Et alors, hélas, il y a 2-3 études qui vont arriver cette semaine ou dans le mois prochain, mais qui ne sont pas encore publiées. Il y en a une qui a été citée, tout de même, qui a été publiée très récemment. C'est l'IA dans les médias de l'audiovisuel, donc fait par l'Observatoire des médias de l'AFDAS et le CNC. Dont on vous mettra le lien sur, parce que ça a été publié, c'était public, de manière publique, on vous mettra le lien en ligne, je pense, sous la vidéo de captation de cette session, par exemple. Mais vous pouvez la trouver facilement sur le site de l'AFDAS, peut-être du CNC. Il en ressortait que ça s'intéressait vraiment à l'offre de formation, où en étaient les formations. Ça, c'est aussi quelque chose qui intéresse Creative Machine, c'est d'aider peut-être à produire des connaissances. Là, c'est pas des Nutri-Score du Léa, mais des Nutri-Score des formations. Parce de la même manière que dans d'autres formations sur d'autres sujets, typiquement l'animation, les effets spéciaux, etc., il y a des certifications, des profils. Les gens de la formation pourraient en parler mieux que moi, mais des profils à suivre, des objectifs de savoir en fait à délivrer pour pouvoir être certifié comme école digne de ce nom. Il y a tout un label maintenant qui est en train de se monter autour des écoles. Pourquoi pas autour de l'IA, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu passer ça. Il y a beaucoup d'offres un petit peu sauvages, on va dire, de gens qui, il y a 2 ans, vendaient des formations au NFT, maintenant vendent des formations à l'IA. Et donc, ils ont étudié un petit peu tout ça, ils l'ont étudié du point de vue des professionnels de l'audiovisuel. Est-ce qu'ils voulaient être formés? Est-ce qu'ils savaient être formés? Est-ce qu'ils trouvaient des formations adéquates? Et en fait, il y a une énorme demande des professionnels. Votre présence ici le prouve quelque part. On a envie d'en savoir un petit peu plus. L'offre de formation, pour autant, elle est en pleine structuration. Ça, c'est le terme joli pour dire que c'est le bazar et qu'il y a tout à faire encore. Elle est en structuration, entre autres parce que l'offre même, sur quoi on doit former, change toutes les semaines. Donc c'est compliqué de monter des formations. Que les formateurs eux-mêmes, c'est très souvent d'abord c'est des formations très pratiques. Il y a une demande sur la pratique elle-même, sur la théorie, si vous voulez. Les médias en font mention énormément. Donc justement pour sortir du bruit et de la pollution sonore, on a envie de savoir-faire pratique pour donner corps et remettre les pieds sur terre, comme tu disais, Fred. Et les intervenants, forcément, c'est des gens qui pratiquent au quotidien ou dans leur métier, qui ont déjà fait sens un petit peu, qui ont les pieds sur terre et qui peuvent transmettre un peu cette sagesse de la pratique. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que la formation est en structuration. C'est qu'il faut trouver... Il est dur de former des formateurs, comme dans d'autres métiers. D'autant qu'il faut les reformer toutes les semaines, quasiment, en gros. Donc c'est assez problématique. Il y a une très forte demande aussi dans ce qu'on a évoqué, en fait, en éthique, en juridique, savoir est-ce que c'est safe d'utiliser tel modèle, tel process, avec quel contrat je dois le faire, etc. Ça, c'est une énorme demande. Donc voilà, je pense qu'on en est tous témoins et demandeurs aussi. Et c'est ce qu'ils ont mesuré. Hein. Ce qu'ils mesurent aussi, c'est que quand même tous les métiers, même les plus créatifs, sont transformés. Et que très honnêtement, on parlait de terminologie, de la même manière que les outils eux-mêmes, on va devoir les nommer sans doute différemment, selon que c'est du machine learning, du LLM, du je ne sais quoi, des moteurs de diffusion, des outils qui ont des noms, comme on dit Photoshop, ça veut dire un truc, même s'il y a des liens dedans, il y a des spécialistes peut-être, parce qu'on devient aussi spécialiste d'un tour de main, aussi, on devient spécialiste d'une ergonomie, on devient spécialiste de ComfyUI, par exemple, etc. Il y aura peut-être des termes, des métiers à définir, et peut-être des conventions collectives à amender pour les changer, avec des salaires minimums, etc. Comme il y a déjà, il faut savoir que dans le monde de l'animation, il y a une centaine de métiers dans les conventions collectives, avec des niveaux et des salaires minimums et des descriptions. Et l'IA change un petit peu la donne, tout comme la mocap a changé la donne, comme le numérique a changé la donne, a rajouté des métiers, on a enlevé, parce qu'il y en a qui faisaient vraiment plus de sens, comme les gouacheurs, gouacheuses. Même je crois qu'ils restent dans les conventions collectives. Il va falloir passer par ça. C'est un peu austère,
C'est fastidieux, mais il va falloir le faire. Et clairement, donc ça veut dire qu'il y a des spécialisations, des métiers précis autour d'outils précis. Et puis vont être publiés, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus, des notes de conjoncture sur les monteurs son. Alors là pour le coup, on parle de spécialisation, c'est très spécifique, mais c'est ce que fait l'AFDAS et le CNC, c'est qu'ils s'intéressent à des métiers. Donc il faut savoir que quelquefois ils se trompent parce qu'ils font de la prospective. Je commande un petit peu de temps, j'en profite pour rappeler qu'il y a en 2023-24, il y a 2023 je crois, le CNC avec l'AFDAS avait fait des études, enfin vous me dites si je me trompe, les gens du CNC, entre autres avec les données du moment sur l'IA arrivait. Alors on parlait de Stable Diffusion beaucoup, de mid-journée. On ne parlait pas de flux parce qu'il n'existait pas, etc. C'était beaucoup de l'IA générative de diffusion d'images fixes. Et on se disait, c'est des outils à fabriquer de l'image très rapidement, de la très belle image. Donc typiquement, ça challenge les métiers qui produisent beaucoup d'images rapidement, typiquement les storyboarders. Donc assez logiquement... et en plus, les storyboarders, ils font quoi? Ils analysent du texte, ils transforment ça en image. Et les IA génératives, texte ou image, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent du texte et transforment des images. Donc il y a un clash direct. Et on s'est rendu compte l'année d'après, lors d'une nouvelle étude, qu'en fait, vous me dites si je me trompe, à nouveau, je parle sous votre contrôle, je sens le regard perçant d'un Thomas Grosperrin, qu'en fait, les storyboarders, du moins dans le monde de l'animation, et j'ai entendu ça dans les locaux du CNC, donc je me couvre, en fait, n'avaient pas été touchés. Et même leur métier était en tension, alors que dans le sens où on n'en trouve pas assez, alors que l'industrie est en tension, elle, négative, il y a moins de boulot qu'avant. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le travail de transformer une lecture d'un texte en image de storyboard, c'est un travail déjà de mise en scène, c'est un travail de réflexion. Et quand un storyboarder, effectivement, il sort beaucoup d'images, mais il n'y a aucune image achetée. En gros, il va produire une image, peut-être la discuter avec le réalisateur, la réalisatrice, mais on va peut-être faire deux versions. Et en fait, il y a un immense travail sémantique, il y a beaucoup de savoir derrière, en fait, pour l'angle, la composition, etc. Et donc, et une IA qui va produire beaucoup, beaucoup d'images, dont un taux, à l'époque en plus, avec un taux de déchets hallucinant, allait en fait gêner ce travail-là. Et derrière, il faudrait finalement quelqu'un qui a la capacité de gérer, de faire de la curation. On parlait est-ce que les curateurs deviennent des auteurs à ce moment-là? Mais est-ce que, en fait, on voit qu'on passait d'un travail de création à un travail de curation, c'est-à-dire on fait le tri. Pour bien faire le tri, on se rendait compte qu'il fallait en fait un storyboarder et que le temps qu'il passait à faire générer les images, à faire le tri, c'était largement le temps qu'il aurait fallu pour faire les mêmes dessins. Et que d'ailleurs, pour éviter de faire trop de tri, il aurait fallu driver l'image, pas avec du texte, mais avec finalement un dessin. Et auquel cas, si on demande à un storyboarder de faire un dessin, vous avez compris, ça ne gênait pas du tout. En revanche, ce qui était très intéressant, c'est que quand a eu lieu ce retour d'expérience de rapport, on se rendait compte que dans la salle, entre autres, il y a des gens qui disent moi je suis storyboarder et mon métier a disparu dans mon domaine. Et d'ailleurs, mes collègues n'ont plus de travail, etc. Mais par contre, je ne suis pas intermittent. Je ne travaille pas pour l'animation, je travaille pour la publicité. Et mes collègues aussi. Et donc, d'une part, ce n'était pas dans le scope des études parce que c'était fait avec audience, il me semble. Donc, ils scrutaient les CDDU et donc les mondes de l'intermittence, donc les storyboarders pour l'animation, on va dire, ou des effets spéciaux. Donc, où on cherche vraiment des plans très spécifiques avec des problèmes de raccords, de plein de types, de raccords, de hookup, d'action, etc. Et or, en publicité, on cherche assez peu ces problématiques-là. On peut enchaîner pour une pub pour un parfum. Des plans d'une femme qui se balade dans un champ de fleurs avec un oiseau qui s'envole, qui part dans l'autre sens. On s'en moque un petit peu. Et ça, l'IA le fait très bien, des images dont on se moque en fait, mais qui sont très belles. Et donc les storyboarders de ce genre de projet, effectivement, eux, ils avaient été percutés de plein fouet par les outils. Donc encore une fois, on voit cette ambivalence, un petit peu comme les codeurs qui peuvent avoir de l'IA compagnon qui les fait perdre des compétences, de l'IA assistant ou de l'IA de type compagnon qui leur fait monter en compétences. Les usages, selon les métiers, selon les contraintes du même outil, pour le même métier, peuvent être complètement différents selon la dynamique en fait, et les contraintes et le contexte global. Voilà, donc en fait, c'était super intéressant d'ailleurs de faire ces études d'année en année pour se rendre compte de ça. Sur les voix aussi, il y avait eu le même type de travail.
Et là, il continue avec le montage. On a vu qu'il y avait beaucoup d'IA maintenant, des outils de montage. Alors là, c'est sur monteur son. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de travaux sur les clones de voix et les doubleurs. Et puis, il y a un autre champ d'études que l'AFDAS produit avec la CPNEF audiovisuelle dans le cadre de l'EDEC intersectoriel de l'AFDAS. Ils adorent mettre des noms à rallonge. Une étude qui va sortir cette semaine, mais qui n'est pas publiée, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que Jean Condé nous spoilait le fait qu'il y avait des choses assez intéressantes à en sortir. C'est une étude sur l'impact de l'IA générative sur les créatifs dans le spectacle vivant et dans l'audiovisuel, donc c'est très vaste. Il me précisait que c'est une vaste étude. Et qu'en fait, ça montrait un petit peu ce que je disais aussi sur les codeurs et les différents types de dynamiques avec l'IA, qu'il y avait différents types d'appropriation très variés selon les créatifs et que ça impactait énormément leur trajectoire professionnelle. Alors, j'en sais pas plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que j'ai pas lu l'étude. Est-ce que, justement, quand on utilise de l'IA en type compagnon, on s'enrichit, on a une trajectoire professionnelle plus intéressante et on trouve plus de travail. Et alors que si on est en forme de désapprentissage, ça marche moins bien, je ne sais pas. En tout cas, il en ressortait que pour lui, pour les chercheurs, ça avait produit une taxonomie, c'est-à-dire vraiment des nouveaux critères de jugement, justement. Je crois qu'on en est un petit peu là. Quelque part une sorte de Nutri-Score de l'impact de l'IA sur l'organisation du travail, avec des nouveaux termes qui étaient ressortis de cette étude, qui pour eux, pour ces chercheurs des sciences humaines, de l'organisation du travail, sont ultra utiles pour mesurer les impacts, mais à l'échelle individuelle. Qu'est-ce que ça fait à notre vie, à nos travaux. Et puis en septembre 2026, ils vont sortir une étude vue des employeurs sur l'appropriation dans les entreprises de l'IA, orientée publicité et audiovisuel. Et voilà, tout ce que vous voyez là, donc un petit peu les IC, c'est énorme. Alors j'en sais pas beaucoup plus, mais ouais. Tu veux dire deux mots, Jean-Jacques? Pardon, t'as pas de micro. C'est aussi parmi les choses peut-être positives, c'est que tout le monde est sur le front. Donc, ok, sur l'AFDAS, en fait, moi, la deuxième étude, je l'ai lue tout simplement parce que, voilà, en tant que représentant de l'AGRAF, en fait, on a un siège à l'AFDAS, au conseil de gestion. Donc, en réalité, au conseil de gestion, en ce moment, de l'AFDAS, pour le financement des formations professionnelles, notamment en formation pro, il y a une réunion toutes les 4 à 6 semaines à l'AFDAS. Et les questions de savoir les curseurs d'appréciation des formations va devenir extrêmement nomenclaturé au sein de l'AFDAS pour un peu réorganiser justement la solidité et reprofessionnaliser les formations professionnelles qui sont financées par l'AFDAS. Donc vraiment, il y a là toutes les organisations qui représentent, moi c'est le collège auteur, donc forcément il y a les organisations qui représentent les auteurs, qui discutent beaucoup pour recadrer quel type de formation va être acceptable par l'ensemble des gens concernés, et de ce fait bien financé par l'AFDAS. Donc c'est vraiment pas laissé en friche, c'est très... Et ces études servent finalement à ces 40 organisations là, qui siègent au conseil de gestion à avoir une vision claire de quel genre de direction doit prendre la formation professionnelle financée. Voilà. Donc on est sur le coup et toutes les remontées qui permettent d'alimenter ces études de votre part, est évidemment le bienvenu, le cas échéant, et si l'occasion se présente pour vous.